Bonsoir à toutes et à tous, c'est bien sur i24 News pour l'édition du soir. La guerre avec le régime iranien va-t-elle reprendre ? La question est sur toutes les lèvres ce soir. Donald Trump devrait prendre la parole ce soir pour faire un point sur la situation. Une situation explosive, en tout cas dans le détroit d'Ormuz. Le président américain a donné aujourd'hui le feu vert à l'opération Projet Liberté. Les forces américaines escortent désormais les navires commerçants bloqués. Réponse immédiate du régime des Mollahs qui a attaqué les Émirats arabes unis. Donald Trump a lui à nouveau menacé d'effacer le régime de la surface de la Terre. Les explications de Loïc Séchard-Chokroun. Les Émirats arabes unis touchés par un drone iranien. Abu Dhabi fait état d'une attaque sur une installation pétrolière et dit avoir intercepté plusieurs missiles de croisière en provenance d'Iran. Une première attaque depuis le cessez-le-feu signé entre Washington et Téhéran. Le niveau de menace reste particulièrement accru dans la région. Des navires, des avions et 15 000 soldats américains actuellement stationnés dans le détroit d'Ormuz. Ils sont prêts à intervenir. Selon le média Axios, Donald Trump aurait rejeté un plan pour rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, préférant l'opération actuellement menée par l'armée américaine. Une mission dite humanitaire visant à dégager les navires bloqués. Conséquence, au moins 2 vaisseaux américains ont traversé le détroit aujourd'hui, selon le commandement central américain. Des destroyers lance-missiles de l'US Navy opèrent actuellement dans le golfe Persique après avoir franchi le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'opération Freedom. Et l'Iran met en garde contre toute entrée ou sortie du détroit. Téhéran affirme même avoir lancé 2 missiles sur un navire de guerre américain, ce que confirme le CENTCOM. Un autre missile aurait été tiré en guise de coup de semonce selon la télévision d'État iranienne. Dans le même temps, les tentatives visant à trouver un accord diplomatique se poursuivent en coulisses. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que les États-Unis doivent réduire leurs exigences. À ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre. L'autre partie doit s'engager à adopter une approche raisonnable et renoncer à ses exigences excessives concernant l'Iran. De leur côté, les États-Unis ont libéré 22 membres d'équipage d'un navire iranien raisonné et les ont remis au Pakistan. Avec moi en plateau, Chani Guidalia. Bonsoir Chani. Bonsoir Mireille. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez concernant la situation dans le Golfe ? Alors déjà, il faut savoir qu'aux Émirats arabes unis, tous les cours ont été annulés demain. Tout se déroulera en Zoom, donc en ligne. Il y a également le Bahreïn qui a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. En revanche, en Iran, il faut déjà savoir qu'il n'y a eu aucun mouvement aérien tout au-dessus de l'Iran qui a été identifié ces dernières heures. Et il y a également toutes les institutions qui ont été déjà évacuées, évidemment en amont de ce qui pourrait se passer. En revanche, avec cette vague d'attaques iraniennes qu'il y a eu dans le Golfe, Israël se prépare aussi à la possibilité d'une attaque iranienne, parce qu'il faut savoir que les dirigeants des Gardiens de la Révolution conservent encore une marge d'action importante. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même ils continuent à avoir énormément de missiles, y compris des missiles balistiques et également des missiles à fragmentation. Donc Israël a augmenté son état de préparation, que ce soit au niveau offensif et au niveau défensif. Au niveau offensif, il y a tout d'abord des renseignements et aussi des banques de cibles qui ont été mis à jour. Et au niveau défensif, il y a eu un réapprovisionnement de toutes les batteries de missiles intercepteurs. En revanche, c'est important de le préciser qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun renseignement concret qui ne permet d'affirmer qu'il va bien y avoir une attaque iranienne sur Israël. Ça veut dire aussi que les consignes de sécurité n'ont pas changé pour l'instant pour la population israélienne. Justement, c'est une information importante. Le fait que le commandement du front intérieur n'a pas modifié les consignes de sécurité, ça prouve que pour l'instant, il n'y a pas de danger imminent en Israël. La question que tout se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir ou non une reprise de la guerre. Donc il y a tout d'abord un responsable émirati qui a affirmé un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'il y aurait une attaque israélo-américaine qui pourrait être menée dans les 24 prochaines heures. Il y a le cabinet de sécurité élargi qui doit se réunir mercredi et les responsables sécuritaires israéliens reconnaissent que la situation avec l'Iran pourrait se détériorer rapidement, c'est-à-dire en quelques heures, mais les tensions pourraient aussi persister dans les prochains jours, pendant plusieurs jours, voire même un petit peu plus longtemps. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun indice d'une attaque iranienne imminente contre Israël. Et puis une dernière information aussi, selon CNN, Israël a intercepté des drones et des roquettes au-dessus des Émirats arabes unis, ce qui prouve aussi qu'Israël est impliqué dans la défense des pays du Golfe. Avec nous également ce soir, depuis New York, Sébastien Lévy, spécialiste des États-Unis. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Myri. Alors on le voit, hein, la situation se tend encore plus dans le détroit d'Ormuz après l'annonce par Donald Trump de cette opération d'escorte dans cet axe principal stratégique du Golfe. Tout d'abord, je voudrais revenir avec vous sur les dernières menaces de Donald Trump contre le régime iranien. À nouveau, le président américain avertit que si les forces américaines sont touchées, le régime iranien serait rayé de la carte, effacé de la surface de la Terre. Est-ce que, bon, on a l'habitude des déclarations de Donald Trump, mais est-ce que là, la patience du président américain n'est-elle pas à bout finalement? En fait, je pense que vous insistez sur le mot le plus important, c'est le mot de patience. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation de statu quo, qui a du sens d'un point de vue stratégique pour Donald Trump, et je pense qu'il faut saluer cette mesure de contre-blocus qui clairement étrangle l'économie iranienne, sauf que dans le même temps, il faut savoir qu'il y a des vraies tensions ici aux États-Unis sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation qui repart à la hausse, et clairement Donald Trump, sa patience, et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre cette impatience et le fait d'avoir effectivement augmenté les menaces. On peut aussi penser que c'est un moyen pour Donald Trump de dire que sa patience a ses limites, qu'il n'est pas prêt à accepter n'importe quel accord. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières heures. Et donc, c'est aussi un moyen de ramener les Iraniens à la table de négociation en disant, voilà, on approche de l'heure de vérité, ma patience a des limites, maintenant, venez avec une proposition qui ne soit pas la proposition ridicule, qui n'était pas d'ailleurs une vraie proposition que les Iraniens ont envoyée ce week-end. Alors justement, avec cette annonce d'escorte par la navire, par la marine américaine, des navires qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz, est-ce que finalement le président américain ne pousse pas le régime iranien à l'erreur pour donner d'une certaine façon l'excuse de reprendre les violences et la guerre contre le régime iranien? Alors, on peut d'autant plus imaginer cette solution qu'il faut savoir, vous savez, Donald Trump, il a aussi des contraintes par rapport au Congrès. Il a dit qu'il pouvait se passer de l'approbation du Congrès. Il y a un cas, en fait, où il peut se passer de cette approbation du Congrès. Si, imaginons que les Américains soient attaqués, à partir du moment où c'est de la légitime défense, alors les Américains sont en droit de répondre. Et pour le coup, c'est un élément de contrainte en moins qu'aurait Donald Trump. Et puis, on peut penser aussi que par rapport à son opinion publique, c'est important pour lui de montrer que si jamais il reprend la guerre, c'est qu'il y est contraint, c'est qu'il y est forcé. Donc, il ne peut pas apparaître comme un va-t-en-guerre. Il veut clairement faire plier le régime iranien, mais il voudrait parvenir par d'autres moyens. Et pour le président qui a toujours dit qu'il voulait éviter les guerres par rapport à son opinion publique, je pense que c'est important d'avoir cet alibi et en ce sens pousser les Iraniens à la faute, ça peut être effectivement la stratégie qui est aujourd'hui celle des Américains. Alors, le président américain Donald Trump devrait s'exprimer ce soir. On attend d'ailleurs, on a dit 22 heures pardon, heure israélienne, donc le délai est déjà passé. On a l'habitude que Donald Trump ne soit pas toujours très ponctuel. À quoi doit-on s'attendre dans ces déclarations? Honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'en sais rien. Je pense que c'est clairement un message à l'intention de son opinion publique. On peut sans doute penser qu'il veut surtout rassurer son opinion publique, de montrer qu'il est aux commandes. On peut aussi comprendre cette volonté aujourd'hui de débloquer le détroit d'Ormuz en escortant les bateaux dans cette approche-là pour dire je suis aux commandes, je sais ce que je fais, je vais bientôt trouver une solution. Je pense que c'est sans doute un message à l'intention de son opinion publique. Mais encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer. Il est possible qu'il annonce une opération militaire, peut-être des négociations qui avancent. Honnêtement, je vais être extrêmement prudent par rapport à ce que le président peut annoncer. Alors, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz, puisque pour l'instant, l'attention est focalisée évidemment sur ce détroit. On oublie presque le nucléaire iranien, qui est pour Israël l'une des priorités, de neutraliser ce nucléaire iranien. Les négociations se poursuivraient entre le régime iranien et Washington. Est-ce que pour Washington, pour l'administration de Donald Trump, c'est toujours une priorité, ce nucléaire iranien ? Oui, c'est clairement une priorité. Et pour le coup, c'est vrai que ça a longtemps été une priorité pour Donald Trump avant même qu'il rentre en fonction. Et puis, c'est celui qui, il ne faut jamais oublier, qui a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, aujourd'hui, pour lui, il a besoin d'avancer sur ce dossier, d'abord parce qu'il y tient, et puis aussi parce qu'il a besoin absolument de montrer qu'il est capable d'obtenir un meilleur accord que l'accord que lui-même a déchiré. Je pense que politiquement, ça serait très mauvais pour lui de revenir finalement au point de départ. Donc il veut sans doute éviter ça. Et aussi, c'est dans ce cadre-là qu'on peut imaginer peut-être son agacement et la montée de tension, parce que je reviens à la proposition qui a été faite ce week-end, qui n'était pas une vraie proposition, qui était une proposition qui était plus une espèce de liste de demandes de la part des Iraniens, sans même toucher au nucléaire iranien. Ça a sans doute contribué à l'agacement et à l'impatience du président américain en ce lundi. Merci Sébastien Lévy. Si Donald Trump parle pendant cette édition, nous reviendrons vers vous pour une analyse de son discours. Merci beaucoup.
Merci. Chani, juste encore un mot sur les Iraniens, les Américains. Vous aviez encore quelques informations. Oui, surtout par rapport à un point important à préciser concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que pendant cette trêve de 1 mois et demi à peu près, eh bien, les Américains ont collecté méthodiquement des renseignements sur l'emplacement de mines maritimes, notamment dans le détroit d'Ormuz, et aussi identifié des routes qui pourraient être sûres pour le trafic maritime et pour les navires commerciaux. Donc Téhéran semble aussi avoir compris que si les États-Unis parviennent à rouvrir, même partiellement, le détroit d'Ormuz pour le trafic commercial, eh bien, déjà, d'une part, l'Iran perdrait son principal, voire même son unique moyen de pression dans les négociations, c'est-à-dire que sa capacité de pression aussi sur le marché mondial de l'énergie, mais aussi subirait une humiliation qui pourrait menacer la survie du régime. Donc, pour les Iraniens, eh bien, ils préfèrent plutôt, on va dire, une reprise des combats que le fait que le régime puisse tomber. Alors, Chani, la situation sur le front nord d'Israël dépend évidemment de ce fameux dossier iranien et de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, en tout cas, Israël continue de traquer les terroristes du Hezbollah au sud-Liban. Oui, déjà, il faut annoncer et rappeler qu'il y a eu 2 soldats qui ont été blessés aujourd'hui modérément lors d'un affrontement avec des terroristes du Hezbollah au sud-Liban. L'armée affirme qu'immédiatement après cette attaque, eh bien, elle a attaqué et ciblé plusieurs infrastructures militaires du Hezbollah dans cette zone. Il faut aussi noter que ces dernières 24 heures, eh bien, le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes et plusieurs drones explosifs sur les forces qui sont déployées actuellement au sud-Liban. Il y a eu encore, il y a quelques minutes, un drone explosif qui a été tiré sur les forces israéliennes sans faire de blessés. Maintenant, pour ce qui est des opérations de Tsahal, eh bien, ce sont les forces de la brigade Givati qui ont opéré principalement dans le sud-Liban aujourd'hui, qui ont découvert des dépôts d'armes et de roquettes avec des lanceurs qui étaient prêts à l'emploi. Il y a d'autres armes, notamment des fusils Kalachnikov, des lanceurs de missiles RPG, des missiles RPG aussi, qui ont été découverts dans la zone. Il y a aussi un passage souterrain d'une trentaine de mètres qui a été découvert par l'unité Yahalom, donc c'est l'unité d'élite du génie militaire. Il y avait à l'intérieur des dizaines de charges explosives, des missiles anti-chars aussi qui ont été découverts. Ça montre aussi l'importance de tout cet arsenal du Hezbollah, et toutes les caches d'armes qui étaient situées à proximité ont aussi été détruites. On précise que l'une de ces caches d'armes contenait 3 tonnes d'explosifs myri. Et enfin, un dernier point à préciser, c'est que Tsahal a lancé de nouveaux avertissements, des ordres d'évacuation à l'attention de la population libanaise pour tous les villages qui sont au sud-Liban. On attend toujours les déclarations de Donald Trump. On prendra évidemment le président américain dès qu'il s'exprimera. Alors, Chani, de son côté, le Hezbollah continue, vous l'avez dit, ses attaques, notamment à l'aide de drones suicides. Et il a d'ailleurs perfectionné son système. Exactement. Donc, ce sont des données qui ont été obtenues par la 12e chaîne israélienne après une réunion de plusieurs responsables sécuritaires. Le Hezbollah dispose actuellement d'une centaine de terroristes qui sont expérimentés, qui ont été formés spécialement pour l'envoi de ces drones explosifs. Ce sont des petites cellules qui sont un petit peu décentralisées un peu partout dans le sud-Liban. Jusqu'ici, ces terroristes ont tiré plus de 160 drones. 90 d'entre eux étaient des drones à fibre optique, ce qu'on appelle des drones FPV. Alors, pour ce qui est du mode opératoire, tout d'abord, il y a une phase de collecte, c'est-à-dire que les terroristes envoient des drones dits classiques pour pouvoir collecter des informations sur les positions de l'armée israélienne et pouvoir ensuite les transmettre à leurs commandants. Ensuite, les informations, une fois qu'elles ont été transmises aux commandants, eh bien, eux doivent décider, selon l'importance du renseignement qu'ils ont reçu, s'il faut gaspiller, entre guillemets, un drone explosif. Après validation, le drone explosif est envoyé, le plus souvent, encore une fois, avec un système à fibre optique. Pour éviter d'être repérés, eh bien, ces drones sont envoyés depuis les toits des maisons des terroristes du Hezbollah qui sont donc dans le sud-Liban. Et puis, il faut savoir que le Hezbollah exploite aussi des ateliers dans le sud-Liban et dans la vallée de la Bekaa pour pouvoir ensuite assembler ces drones. Le coût total d'un assemblage de drones et du drone lui-même, eh bien, c'est estimé entre 300 et 400 $. Et contrairement aux missiles qui sont identifiables et qui peuvent être interceptés à tout moment, eh bien, un drone peut atteindre sa cible entre 15 et 20 secondes. Donc, c'est véritablement très, très court. Et en particulier les drones à fibre optique qui, eux, sont très difficiles à intercepter et à identifier.
Merci Chani, vous restez évidemment avec nous. On vient d'apprendre que les Émirats arabes unis ont affirmé avoir intercepté 15 missiles et 4 drones aujourd'hui tirés par le régime des Mollahs. Tension également dans la bande de Gaza où le Hamas refuse toujours de désarmer. Pire, il tente de gagner du terrain. L'armée israélienne mène des opérations dans le secteur qu'elle contrôle, mais ses mains sont liées. Les détails en images. 6, c'est le nombre de brigades de Tsahal actuellement à Gaza. L'une d'entre elles vient de terminer une mission de plus de 2 mois. L'objectif était de nettoyer la zone située entre l'est de la bande de Gaza et la ligne jaune, une opération qui a notamment permis de localiser et de détruire 8 bunkers souterrains du Hamas. Selon Tsahal, des armes ont été saisies, des dizaines de terroristes neutralisés lors d'affrontements directs. Les sources israéliennes sont formelles. Le Hamas tente de se réhabiliter auprès de la population gazaoui et se renforce. Afin de consolider son contrôle, l'armée israélienne a abandonné ses positions défensives et a établi des postes permanents dans la zone située entre la frontière et la ligne jaune. Des dizaines ont été créés ces derniers mois. Mais la capacité à vaincre le Hamas est limitée. La raison, Tsahal concentre l'essentiel de ses efforts sur le nord du pays et la menace iranienne. Quant à la question du désarmement du Hamas, même constat, dans l'impasse, ainsi que le plan en 21 points du président américain Donald Trump. La force multinationale de stabilisation n'est pas mise en place. Le comité de gestion de la bande de Gaza est paralysé. En France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dévoilé le contenu de son projet de loi pour lutter contre toutes les formes d'entrisme et de séparatisme. Pour en connaître les détails, on retrouve Anna Papiachvili, notre correspondante à Paris. Bonsoir Anna. Ce texte doit être présenté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Bonsoir, oui, Laurent Nunez l'avait promis depuis plusieurs mois. Il a donné les détails des différentes mesures de ce projet de loi gouvernemental dans les colonnes du Monde publié ce dimanche. Et ce texte, contre l'entrisme, ne ciblera plus, dit-il, seulement l'entrisme islamiste, mais toutes les formes de séparatisme et d'entrisme, allant donc plus loin que le texte de Bruno Retailleau qui est actuellement en cours d'examen au Conseil d'État. Celui de l'exécutif s'attaquera désormais à toutes les structures ou individus séparatistes ou ultra-violents, comme les groupes d'ultra-droite, ceux qui provoquent à la discrimination, la haine, la violence ou ont pour vocation d'attenter à la République. Moi, je n'ai pas de problème avec un islam en France, assure Laurent Nunez. Je combats ceux qui l'utilisent sans fondement pour porter atteinte à nos principes républicains. Et puis le ministre français de l'Intérieur donne aussi une définition de l'entrisme qui, pour lui, sont des comportements extrêmement diffus dans le but in fine d'imposer la loi religieuse par des manœuvres trompeuses, des pressions, des menaces. Toujours dans cet entretien au journal Le Monde, le ministre français de l'Intérieur veut aussi interdire d'activité dans l'Hexagone des structures basées à l'étranger, notamment celles dissoutes ici et reconstituées ailleurs. Il donne l'exemple d'ailleurs du collectif contre l'islamophobie en France. Et puis, il parle politique aussi. Laurent Nunez estime dans cet entretien indéniable que le terreau le plus favorable pour accueillir des tenants de l'entrisme se situe du côté de la France insoumise. Fin de citation. Ce projet de loi, donc actuellement au Conseil d'État, devrait être présenté dans les prochaines semaines au Conseil des ministres. Merci beaucoup, Anna Papiachvili, depuis Paris. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Lara Fatimi, avocate au barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Lara Fatimi, que doit-on penser de cette nouvelle loi contre l'entrisme? Alors, pas l'entrisme islamiste, mais tous les entrismes, selon les propos de Laurent Nunez. J'y vois d'abord un refus de nommer l'adversaire principal, puisqu'il me semble qu'on dilue ici la stratégie initialement défendue via le rapport sur les frères musulmans. Ça rend un petit peu invisible la spécificité de l'adversaire principal, qui est l'islamisme, et je crains que ça neutralise la portée du rapport sur les frères musulmans. L'essentiel me paraît être oublié aussi, en tout cas dans ce qu'il a annoncé, à voir au niveau de l'application concrète. Mais tout ce qui a trait à la formation des décideurs, par exemple, des élus, des magistrats, des préfets, des fonctionnaires,
la production aussi d'une analyse indépendante par des chercheurs spécialisés, comme le travail que produit Florence Bergeau-Blaclair au sein du CERIF, de recherche sur le frérisme, et plus généralement l'analyse du double discours des islamistes qui me semble ici encore une fois un petit peu dilué. Vous dites diluer, je dirais même noyer peut-être le poisson en parlant de toutes les formes d'entrisme et de toutes les formes de séparatisme. Finalement, le fait de ne pas nommer les choses rend peut-être cette loi inutile. Alors, je ne dirais pas inutile parce qu'il y a certaines mesures qui semblent aller quand même dans le bon sens. Je pense notamment à l'allongement du délai de 1 à 3 ans pour pouvoir s'opposer donc à la publication des ouvrages à destination de la jeunesse. Ça a été un sujet qui est revenu récemment dans l'actualité avec la découverte de plusieurs ouvrages islamiques à destination des mineurs qui posent des difficultés puisque appelant ouvertement à la haine, à la violence, etc. Donc, il y a certaines mesures qui semblent aller dans le bon sens, mais encore une fois, il faut attendre de voir leur application. Et là encore, je regrette que le frérisme soit devenu entrisme. Ça ressemble, à mon sens, à une tentative peut-être un peu maladroite d'inclure l'ultra-droite, par exemple. Comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre ce phénomène, contre cet entrisme, ce frérisme en France, et d'ailleurs pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux? Il y a évidemment la législation, ces lois pour les contrer, mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui devrait être fait qui n'est pas fait aujourd'hui? Alors, ce qui n'est pas suffisamment fait, c'est la formation des décideurs. Là encore, former les élus, former les magistrats, former les préfets, les fonctionnaires de l'éducation nationale, etc. C'est la pierre angulaire pour comprendre le mécanisme frériste, comprendre la menace islamiste qui pèse sur notre République française et plus largement sur notre démocratie européenne. Et c'est vraiment faire appel, encore une fois, pour cette formation-là, à des experts, à des spécialistes de la question. Je songe notamment à Florence Bergeau-Blaclair, mais on a aussi un travail qui est aujourd'hui connu, reconnu, d'islamologues comme Bernard Rougier, comme Gilles Kepel. Voilà, il faut se nourrir de ces productions-là, de ces chercheurs qui ont déjà donné les clés de lecture sur l'entrisme islamiste. On a les éléments. Maintenant, il faut les mettre à profit auprès, encore une fois, des décideurs. C'est indispensable. Merci beaucoup, en tout cas, Lara Fatimi, d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. De retour en Israël avec une bonne nouvelle, la compagnie aérienne israélienne Arkia a lancé une nouvelle ligne entre Tel Aviv et Paris. i24 News était à bord, regardez. Ben Gurion, l'aéroport international de Tel Aviv. Depuis le 7 octobre 2023, ce terminal a fonctionné sous pression. Vols annulés, compagnie étrangère absente, ciel réorganisé en urgence. Ce matin, quelque chose change. La compagnie israélienne Arkia inaugure une liaison directe Paris-Tel Aviv en classe affaires. Ce vol, qui en d'autres circonstances aurait été une simple info économique, signifie bien plus. Dans le salon réservé aux passagers business avant leur vol, quelques-uns patientent tranquillement. L'ambiance tranche avec le reste du terminal. Puis, l'embarquement prioritaire commence. L'appareil a été reconfiguré pour accueillir ce nouveau service. La cabine d'affaires, ce sont 12 larges sièges avec un espace au sol sensiblement supérieur à la classe économique. Alors la business d'Arkia sur la ligne Paris-Tel Aviv, c'est une vraie business de A à Z. Ça veut dire dès l'arrivée à l'aéroport, il y a un enregistrement prioritaire, une file de la sûreté prioritaire avant l'enregistrement, embarquement prioritaire au niveau des bagages et de bagages, plus le
contrôlés évidemment. À bord, c'est des sièges qui sont, comme vous pouvez le voir, particuliers, des vrais sièges business. Les avions ont été reconfigurés spécialement pour la ligne de Paris-Tel Aviv. À bord, le service est un service évidemment à la place, plateau chaud avec choix et un équipage dédié à la business et une cabine privative. Alors on a décidé de faire de la business sur Paris-Tel Aviv parce que, comme vous le savez sûrement, l'année dernière, on a lancé la ligne Tel Aviv-New York et on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment un gros attrait pour la business. Et depuis déjà plusieurs années, les clients demandent oui, j'aimerais bien voyager avec Arkia, mais vous n'avez pas de business. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé depuis plusieurs mois à mettre en place cette classe business. Et maintenant, elle est là. Ça y est. Donc sur les vols Paris-Tel Aviv d'Arkia, une business est proposée. On en est très content. On espère évidemment que les vols soient maintenus. C'est la fin de l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tilda Chemouni, Laura Benamou, Léa Anthony et à toute l'équipe de la régie, à Chani Guidalia aussi qui m'a suivi pendant ces 26 minutes d'édition. Restez avec nous. L'information continue sur i24 News.